Je m'appelle Élise et à 28 ans, je pensais avoir enfin échappé à la servitude émotionnelle qui avait défini ma jeunesse. Après 10 années à bâtir ma vie selon mes propres règles, j'ai commis l'erreur de répondre au groupe familial. Le message contenait une facture de 6 000 euros. Quand j'ai demandé des explications, ma sœur Amandine a simplement répondu. « Tu nous dois ça. » Je suis restée figée devant l'écran, le texte blanc brillant suspendu dans le silence de mon appartement. 22h51. Ce n'était pas qu'une demande d'argent. C'était une part de mon avenir réclamée par un passé que j'avais soigneusement fui. 2 années de paix, brisées par un simple message arrogant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti cette brûlure de colère dans la poitrine. Ce qui est monté en moi était froid, limpide, tranchant. De la clarté. Pendant des années, j'avais été l'investisseuse silencieuse de leur vision de la famille, finançant leurs carences affectives et leur chaos logistique avec mon temps, mon énergie et mon argent. Ma compassion avait été un découvert permanent dont ils profitaient sans limite. Ce soir-là, le compte se clôturait. Je suis allée dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur. La lumière bleutée éclairait mon visage, mais je ne ressentais rien. Mes doigts ont glissé sur le clavier avec une détermination nouvelle. J'ai ouvert un nouveau tableau. Curseur clignotant, case A1. Première colonne, date. Deuxième, service rendu. Troisième, valeur du marché. Ma mémoire, autrefois source de douleurs silencieuses, devenait un registre impeccable de transactions. J'ai commencé. Août, il y a 4 ans. Garde d'urgence pour le salon de mode d'Amandine à Lyon. 72 heures au tarif d'une nourrice qualifiée, 25 € de l'heure. 1800 €. Noël, 3 ans plus tôt. Gestion des stocks et des expéditions pour la ruée des fêtes de sa boutique en ligne. 40 heures. Un préparateur de commande gagne au moins 20 € de l'heure. 800 €. La liste s'est allongée. Conduire maman dans 5 magasins différents pour choisir les rideaux d'Amandine. Service de chauffeur privé. 5 heures à 50 € de l'heure. 250 €. Les 2000 € prêtés pour la création de son premier site internet. Dette mystérieusement oubliée dès la mise en ligne. Les 800 € payés pour réparer la voiture de papa il y a 2 hivers. J'ai ajouté les billets de train pour des urgences familiales, qui n'en étaient pas, les dîners traiteurs réglés sans remerciement, les cadeaux de diplôme, d'anniversaire, et cette charge émotionnelle constante d'être leur solution de secours permanente. J'ai attribué à toute une valeur raisonnable. Ce n'était pas une vengeance. C'était une comptabilité. À 23h58, j'ai cliqué sur Somme. Le chiffre final s'est affiché en bas du tableau. 14 250 €. J'ai enregistré le fichier. Grand livre, famille Martin, solde dû. Puis je suis retournée sur le groupe familial. Le message d'Amandine attendait, exigeant. J'ai joint le document. Et j'ai écrit calmement. Concernant votre facture de 6 000 €, merci de consulter le relevé joint détaillant votre solde impayé envers moi. Une fois ma facture, bien plus élevée, intégralement réglée, je pourrai envisager l'ouverture d'une nouvelle ligne de crédit. Modalité à définir. Envoi, minuit 3. Mon téléphone a immédiatement vibré sur le plan de travail en marbre. Amandine. Maman. Puis papa, habituellement silencieux. Les notifications s'enchaînaient. C'est quoi ça? C'est une blague, Élise? Appelle-moi tout de suite. Je n'ai répondu à aucun. J'ai coupé le son et me suis servi un verre d'eau, la main parfaitement stable. J'ai cherché une once de culpabilité. Rien. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait. Ils étaient choqués que j'ai enfin envoyé la facture. Ce n'était pas une crise. C'était un bilan. Et pour la première fois de ma vie, j'étais du bon côté des comptes. Le lendemain matin, le téléphone continuait de vibrer sur la table de nuit. 27 appels manqués. 43 messages. Le soleil traversait les stores, dessinant des bandes lumineuses sur le sol, mais l'assaut numérique ressemblait à un orage prêt à éclater au-dessus de moi. Je n'ai pas lu les messages. Inutile. Je connaissais déjà le scénario, incrédulité, indignation, accusation d'égoïsme. J'ai préparé du café. Son arôme familier m'a ancré dans le présent, dans cette vie construite pierre après pierre, souvent dans la douleur. Les souvenirs à l'origine du tableau de la veille ont refait surface, non plus comme des blessures, mais comme des preuves irréfutables. Je me suis revue dans la cuisine de mes parents, 2 ans plus tôt. L'odeur de poulet rôti et de tarte aux cerises emplissait la pièce. Un repas préparé par moi toute la matinée. J'ai eu une promotion, avais-je annoncé d'une voix claire. Je deviens spécialiste clinique principale.
On me mute à l'agence de Nantes. Personne n'avait levé les yeux. Le match de baseball diffusé à la télévision. La diffusion en direct des ventes d'Amandine. Maman courant après l'un des enfants dans le couloir. La nouvelle qui changeait ma vie s'était dissoute dans le bruit de la maison. Je me souviens du vide dans ma poitrine. Cette déception devenue si habituelle qu'elle ne me surprenait plus. Ce n'était pas de la distraction. C'était que ma vie, mes réussites, n'étaient tout simplement pas sur leur longueur d'onde. La journée à 2000 € de vente d'Amandine, annoncée quelques minutes plus tard, avait déclenché applaudissements et sourires radieux. Mon augmentation de 15% et ma prime de mobilité n'avaient suscité rien. C'était toujours le même schéma, n'est-ce pas? J'existais comme un bruit de fond, jusqu'à ce qu'un service soit nécessaire. J'étais l'infrastructure invisible et fiable de la famille. La traiteur bénévole de chaque fête. La babysitter de permanence pour qu'Amandine puisse réaliser ses rêves. Le fonds d'urgence pour chacune de leurs mauvaises décisions. Je pris une gorgée de café. Sa chaleur se diffusa en moi, contraste saisissant avec la détermination glaciale installée dans ma poitrine. Il ne m'avait pas appelé pour mon dernier anniversaire. Pas un seul. Quand j'ai finalement appelé maman ce soir-là, sa voix était pressée. « Oh ma chérie, pardon. Je voulais t'appeler. Amandine traverse encore une crise avec sa boutique, j'ai passé la journée au téléphone avec elle. » Une crise. Il y avait toujours une crise. La boutique d'Amandine. Les enfants d'Amandine. Les drames d'Amandine. Elle était le soleil autour duquel tournait tout leur système. Moi, j'étais une lune froide et lointaine, visible seulement quand ma gravité pouvait résoudre leurs problèmes. Ce qui s'était passé la veille n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement d'une vie entière de transactions où j'étais la seule à payer. Mon grand livre n'était pas une vengeance. C'était une déclaration d'existence. La preuve que mon temps, mon travail et mon argent avaient une valeur, même s'ils ne l'avaient jamais reconnue. Pour la première fois, je ne demandais plus à être vue. J'exigeais d'être payée. Les appels et les messages ont continué pendant 2 jours. Quand leur choc et leur colère n'ont obtenu aucune réaction, la stratégie a changé. Le 3e matin, mon téléphone a sonné. Maman. Cette fois, j'ai répondu, mettant l'appel sur haut-parleur pendant que j'arrosais mes plantes. Élise? Oh Dieu merci. Tu as répondu. J'étais si inquiète. Sa voix était épaisse de larmes fabriquées, un ton que je connaissais bien, l'ouverture classique de toute tentative de culpabilisation. Je vais bien maman, ai-je répondu d'un ton neutre. Bien? Comment peux-tu aller bien? Ta sœur est anéantie. Elle ne dort plus. Tu as idée de ce que tu lui fais? J'ai coupé une feuille morte de mon monstrat. Je lui ai envoyé un relevé de service rendu. C'est une pratique commerciale standard. Commerciale? Mais c'est la famille. Les larmes avaient disparu. À leur place, une indignation blessée. Après tout ce qu'on a fait pour toi. On t'a élevé, nourri, logé. Oui. Vous avez rempli vos obligations de parents. Et je vous en suis reconnaissante. Mais cela ne vous donne pas droit à une vie entière de servitude. Silence. Une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Servitude? Élise, qui te met ces idées en tête? C'est cette nouvelle vie que tu mènes? Tu as changé. Tu es devenue froide, égoïste. Je ne suis pas devenue égoïste, ai-je corrigé doucement. J'ai simplement cessé d'être généreuse à mon propre détriment. Ce n'est pas la même chose. Sa voix a baissé, presque conspiratrice. Ta sœur a besoin de toi. La boutique a fait faillite, Élise. Elle a d'énormes dettes. On pensait qu'avec ton nouveau poste et ta promotion tu pourrais l'aider. Nous aider. Et voilà. La vérité enveloppée de chantage affectif. Ma réussite n'était pas un motif de fierté pour eux. C'était une ressource à exploiter. Mes finances me regardent. Comme celle d'Amandine la regarde, elle. Ma voix ne laissait aucune place à la négociation. Ma facture est jointe. Si elle souhaite discuter d'un échéancier pour son solde de 14 250 €, elle peut me contacter par courriel. Tu ne peux pas être sérieuse. Murmura-t-elle. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Maintenant, si c'est tout, j'ai une réunion à préparer. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon cœur battait régulièrement. La culpabilité que je m'attendais à ressentir, ce vieux fantôme familier, était absente. À sa place, une certitude profonde et inébranlable. Ils avaient escaladé par l'émotion. À moi d'escalader par ce qu'ils comprenaient le mieux, la formalité. Cet appel fut un tournant. Il confirma qu'il ne verrait jamais mes limites comme légitimes.
Seulement comme des obstacles à contourner par davantage de manipulation. Les appels affectifs avaient échoué. Ils tenteraient autre chose. Je devais anticiper. Cet après-midi-là, j'ai passé 1 heure au téléphone avec une avocate spécialisée en droit de la famille et en harcèlement. Je lui ai expliqué la situation avec le même détachement clinique que pour mon tableau. Les années de sollicitation financière et émotionnelle. La facture de 6 000 €. La campagne d'appel et de messages. Vous devez établir une limite claire et juridiquement défendable, m'a-t-elle dit d'une voix nette et professionnelle. Elle s'appelait Maître Albéric. Une mise en demeure formelle est la première étape appropriée. Elle notifiera officiellement que tout contact en dehors d'une correspondance écrite concernant le règlement de leur dette sera considéré comme du harcèlement. C'est exactement ce que je veux, ai-je répondu. Maître Albéric a rédigé la lettre le jour même. Un chef-d'œuvre de prose juridique froide. Elle mentionnait les dates et heures précises des contacts indésirables. Elle rappelait mon droit à la tranquillité et à la vie privée. Elle exigeait l'arrêt immédiat de toute communication directe, appel, message ou visite. Toute correspondance future devait être adressée à son cabinet. En lisant le projet, un soulagement immense m'a envahi. Ce document était l'armure que je n'avais jamais eue. Il transformait mon nom personnel en barricade légale. J'ai demandé à Maître Albéric d'envoyer la lettre en recommandé au domicile de mes parents et à l'adresse d'Amandine. Le silence qui a suivi a été immédiat. Total. Pendant une semaine entière, mon téléphone n'a pas sonné. Aucune notification. Rien. Le calme était si absolu qu'il en devenait presque dérangeant. Un instant, j'ai cru que c'était terminé. Que la brutalité froide d'un document juridique avait enfin percé leur mur d'arrogance. J'aurais dû savoir. Ils ne battaient pas en retraite. Ils se regroupaient. Le silence a duré 9 jours. Le 10e, j'étais en réunion au travail quand mon téléphone a vibré. Alerte de mon service de surveillance bancaire. Je pensais à une simple mise à jour de score. Le message m'a glacé. Alerte fraude. Une demande de carte bancaire avec un plafond de 20 000 € a été déposée à votre nom auprès de la Banque Horizon. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande, contactez-nous immédiatement. Mon souffle s'est bloqué. Je me suis excusée et suis sortie dans le couloir, les mains légèrement tremblantes en composant le numéro. Le serveur vocal a confirmé. Demande en ligne, soumise 20 minutes plus tôt. Mon nom. Mon numéro de sécurité sociale. Ma date de naissance. La seule information différente était l'adresse postale. Celle d'Amandine. La clarté est revenue. Mais cette fois, aiguisée comme une lame. Ce n'était plus de la manipulation. Ni du chantage affectif. C'était un crime. Dans son désespoir, ma sœur venait de commettre une usurpation d'identité. Toutes ces années à prendre mon temps, mon énergie, mon argent, et même mes vêtements quand nous étions adolescentes, avaient mené à ça. Elle avait décidé de prendre mon nom. Mon crédit. Mon identité financière entière. Comme si elle y avait droit. La conseillère bancaire m'a demandé si je souhaitais déposer plainte. Oui, ai-je répondu d'une voix basse et stable. Oui, mais pas tout de suite. J'ai d'abord un appel à passer. Ma colère n'était pas explosive. Elle était glaciaire. Le genre de colère qui ne crie pas. Qui détruit méthodiquement. Ils venaient de franchir une ligne sans retour. Ils me croyaient ressource. Ils allaient découvrir que j'étais sentence. Je ne suis pas allée immédiatement à la police. Je suis rentrée chez moi. J'ai capturé l'alerte fraude, l'email de confirmation de la banque. J'ai sauvegardé l'enregistrement de mon appel avec le service antifraude. Je rassemblais mes preuves comme une procureure bâtissant un dossier irréfutable. Puis j'ai lancé un appel groupé à ma mère, mon père et Amandine. Il leur a fallu quelques secondes pour comprendre qu'ils étaient tous sur la même ligne. « Qu'est-ce que c'est, Élise ?» demanda ma mère, méfiante. « Je suis ravie de vous avoir tous ensemble. Cela m'évitera de me répéter. » Mon ton était plat, clinique. À 14h17 cet après-midi, une demande de carte bancaire avec un plafond de 20 000 € a été déposée à mon nom auprès de la Banque Horizon. Elle utilisait mon identité complète. L'adresse indiquée était 12, rue des Chênes. Silence. Épais. Étouffant. Il savait. Je savais. Amandine, ai-je repris, la voix plus basse. As-tu quelque chose à me dire? Un sanglot étranglé. Je ne savais plus quoi faire. On est désespéré, Élise. J'allais te rembourser. Tu as commis plusieurs crimes, ai-je coupé. Usurpation d'identité. Fraude bancaire.
Tu étais prête à détruire mon avenir financier pour régler ton problème temporaire. Élise, ma chérie. Intervint enfin mon père, la voix tendue. C'est ta sœur. Elle a fait une erreur. Ce n'est pas une erreur. La glace dans ma voix s'est fissurée juste assez pour laisser passer la fureur. C'est une décision calculée. Et toute décision a des conséquences. Je marquai une pause. Voici ce qu'il va se passer. Je vous propose 2 options. Vous avez 1 minute pour choisir. 2 options, murmura ma mère. Option A, vous serez tous les 3 demain matin à 9 h au cabinet de mon avocate. Vous signerez un accord de rupture familiale juridiquement contraignant. Il stipulera que vous ne me contacterez plus jamais, ni moi, ni mon lieu de travail, ni mes amis, sous aucune forme. Il reconnaîtra également votre dette de 14 250 € que j'accepterai d'annuler en échange de votre disparition totale et définitive de ma vie. Si vous choisissez cette option, je ne porterai pas plainte. Je laissai le silence peser. Et l'option B, demanda mon père d'une voix presque inaudible. L'option B, c'est que je raccroche et que je contacte immédiatement le commissariat de Nantes. Je leur transmets l'intégralité de mon dossier. Un mandat sera délivré. Amandine fera face à plusieurs années de prison. Et je veillerai personnellement à ce que les poursuites aillent jusqu'au bout. Je consultai l'horloge sur mon écran. Il vous reste 50 secondes. À l'autre bout du fil, ce n'était plus qu'un chaos de chuchotements paniqués et de sanglots. Ils avaient passé toute ma vie à détenir le pouvoir. À utiliser mon amour et mon sens du devoir contre moi. Mais en un acte criminel désespéré, ils venaient de me donner toutes les cartes. Ils n'étaient plus ma famille réclamant de l'aide. Ils étaient des auteurs d'infractions implorant la clémence de leurs victimes. Nous serons là, dit mon père, la voix lourde de défaite. Nous signerons. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai rien ajouté. J'ai simplement raccroché. Le lendemain matin, ils étaient au cabinet de maître Albéric à 8h45. Sous les néons froids de la salle de réunion, ils paraissaient plus petits. Réduits. Les yeux de ma mère étaient rougis. Le visage de mon père avait la teinte grise de la résignation. Et Amandine fixait la surface brillante de la table, incapable de soutenir mon regard. Je ne leur ai pas adressé un mot. J'ai laissé mon avocate tout gérer. Maître Albéric a expliqué les termes avec une clarté implacable. Ils n'auraient plus aucun droit sur moi. Je n'aurais plus aucun droit sur eux. Aux yeux de la loi, nous devenions des étrangers. Ils ont signé. Leurs mains tremblaient légèrement. Mon père a fait glisser les documents vers l'avocate. Et pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas vu comme un père. Mais comme un homme vaincu, qui avait permis à la toxicité familiale de prospérer trop longtemps. Quand tout fut terminé, ils sont partis sans un mot. Je les ai regardés depuis la fenêtre. 3 silhouettes s'éloignant d'une vie qu'ils avaient méthodiquement tenté de vider. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni tristesse. Seulement le calme propre d'un espace enfin débarrassé de l'encombrement. Des mois ont passé. Le silence n'est plus dérangeant. Il est paisible. C'est le son d'une vie sans interruption. Mon téléphone n'est plus une bombe potentielle. Mes matinées m'appartiennent. Mon argent m'appartient. Mon avenir m'appartient. Le vide qu'ils ont laissé n'était pas une blessure. C'était un espace. Un espace désormais rempli d'amitié sincère, d'une relation aimante et de la joie simple et profonde d'être l'unique autrice de ma propre histoire. Parfois, je repense aux choix que j'ai faits. Ils m'ont poussé à un point où je devais soit me laisser consumer, soit couper le lien définitivement. J'ai choisi de me sauver.